Dès le début, imposer un système sur réservation parce qu'on savait que si ça allait marcher comme un voiturier de restaurant, on n'arriverait pas à définir le nombre de voituriers pertinents qu'il faudrait selon l'heure et le jour de la semaine, quoi. Et donc, avec un système de réservation, vous êtes en capacité de faire un espèce de plan de charge où vous savez quand est-ce que vous aurez besoin de monde, où, à quelle heure et combien surtout. Et une fois que vous avez cette information, il faut que vous trouviez des ressources pour le faire. Alors, l'avantage des gares et des aéroports, c'est que tous les flux sont très concentrés au même endroit. L'ensemble de vos échanges clients se font sur le dépose minute de la gare ou de l'aéroport. En tout cas, dans un point de contact au plus proche de la gare et de l'aéroport. Et ça vous permet potentiellement de traiter énormément de clients dans une même heure, par exemple. Une prise en charge ou une restitution de véhicule, ça nous prend 5 minutes. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Qui n'a jamais éprouvé un stress à l'idée de ne pas arriver à temps pour prendre son train ou son avion ? Quand un voyage s'annonce, je suis bien certain que beaucoup d'entre vous étudient les différentes options de transport pour vous rendre à la gare ou à l'aéroport. Transport en commun, taxi, voiture personnelle, nous évaluons tous les bénéfices et contraintes de ces différentes options avant de nous décider. Petit rappel, en 2022, la croissance du e-commerce a été portée par les services, parmi eux la catégorie travel, c'est particulièrement distingué, et c'est bien d'un service dans le service dont il est question aujourd'hui. En effet, nous allons nous intéresser aux services de voiturier, de parking en gare et aéroport. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Manuel Roy, cofondateur et CEO d'Hector. Hector, ça s'écrit E-C-T-O-R. Peut-être êtes-vous déjà client de cette entreprise. Hector propose ses services de voiturier dans les principales gares et aéroports de France, ce qui vous permet de reconsidérer l'option voiture personnelle pour aller attraper un train ou un avion. Leader dans son domaine, la start-up, mais en est-elle encore vraiment une ? Lancée en 2013, a des ambitions fortes pour son déploiement géographique en France, mais également autour de services additionnels comme la conciergerie associée à la voiture, sans oublier une volonté d'asseoir sa présence à l'international de façon encore plus marquée. Bref, une histoire singulière dont l'origine trouve ses racines en Angleterre, comme nous allons le découvrir. Mais avant de commencer, Manuel, peux-tu te présenter en quelques mots ? Merci de m'accueillir. Je m'appelle Manuel Roy, j'ai 35 ans, deux petites filles de 4 et 2 ans et je suis donc cofondateur d'Hector, un service de voiturier dans les gares et les aéroports. Et c'est à peu près tout de ma vie professionnelle. Non, c'est pas vrai. Alors, tu vas aller nous détailler ça un peu plus. Effectivement, tu le dis parce que c'est en sortant de tes études que tu as lancé le service. C'est quoi les études que tu as fait ? Tu es ingénieur, tu es commercial, tu as quel profil ? Alors moi je suis parti après mon bac, j'ai eu la chance de partir après mon bac en Angleterre, à l'université de Bath, si tu connais, qui est une petite ville du sud-ouest dans laquelle on joue au rugby, faire ce qu'on appelle Politics with Economics. C'était un truc assez général, c'est un peu l'équivalent de Sciences Po en fait en France. Simplement pour faire Sciences Po en France, il fallait faire une classe prépa et c'était pas mon délire. Donc je me suis dit tiens je vais apprendre l'anglais et avoir des cours intéressants, donc je vais partir en Angleterre. J'avais vécu en Angleterre quand j'étais jeune grâce à mes parents qui avaient vécu là-bas quand j'avais entre 10 et 13 ans. Et donc j'ai commencé mon parcours scolaire là-bas. Avant le Brexit, il y avait des conditions assez favorables pour y étudier.
Là, on est en quelle année quand tu On est en 2006, si je ne m'abuse. Et du coup, je m'expatrie là-bas quelques années, donc étudier la politique et l'économie. C'est un bien grand mot, mais c'était super intéressant. Et en rentrant en France, pour le coup, donc 2010, 2011 2010, dans ces eaux-là. Je me suis plutôt spécialisé côté business, puisque j'ai fait une admission parallèle à l'ESCP, qui est une business school parisienne. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, ouais. Pour y faire donc 2 ans de master in management, qu'ils appellent ça, et quelques stages pour continuer ma formation, quoi. Tu sors diplômé en 2013, quelque chose comme ça. Le parcours assez attendu d'un étudiant qui sort de l'ESCP, c'est de rentrer en cabinet de conseil, par exemple. C'est pas la voie que tu suis celle de l'entrepreneuriat. Tu peux nous raconter comment est née cette idée et qui t'a poussé à créer Hector. C'est mes stages, donc je pense que les stages sont assez utiles pour ça, pour savoir ce qu'on ne va pas faire, je pense, plutôt de savoir ce qu'on va faire, parce que on n'est jamais... Peut-être que quelquefois c'est aussi pour savoir ce qu'on va faire. Ouais, c'est vrai, je caricature, mais en tout cas moi ça m'a aidé à savoir ce que je voulais pas faire, et j'ai fait tous mes stages dans des trucs un peu plus classiques, on va dire. Donc j'avais fait un stage en banque d'investissement et j'ai fait 3 stages en conseil. Ouais. Parce que voilà, c'est sûr que naturellement dans les grandes écoles on vous pousse un peu là-dedans, et puis surtout vous êtes bien accueillis. Il y a des parcours de stagiaires qui sont hyper enrichissants, on vous apprend plein de trucs, on vous ouvre les bras grands ouverts pour que vous fassiez des stages chez eux, donc c'est assez grisant, on va dire, quand on est étudiant de 25 ans. Après, j'ai pas toujours trouvé ma place. Il y a vraiment du bon à prendre dans ces expériences, mais je pense qu'il me manquait un peu de concret. Quand on fait de la banque d'investissement ou du conseil, on est exposé à des problématiques de grandes entreprises, parfois à l'étranger, parfois qui se comptent en milliards, qui traitent d'organisations avec des dizaines de milliers de salariés. J'avais peut-être pas la maturité professionnelle en fait pour être exposé à ces trucs-là. Et du coup ça me paraissait un peu loin, pas très factuel, pas très concret, et même si c'était une très bonne école pour apprendre des méthodes de travail très efficaces et le monde du travail en général, je trouvais que ma production quotidienne n'avait pas beaucoup de sens et surtout beaucoup d'impact dans des grosses boîtes comme ça. Et j'ai fait un dernier stage dans une start-up en fait qui se créait. Là, c'est plus concret. Ouais, c'était beaucoup plus concret. Alors malheureusement, elle n'a pas vu le jour pour des raisons réglementaires sur lesquelles je pourrais m'étendre éventuellement si ça vous intéresse. Mais l'enjeu, c'est vraiment que je me réveillais le matin en sachant pourquoi je me réveillais, ce qu'il y avait encore à accomplir pour lancer le produit, avec qui je travaillais. C'était nécessairement une équipe réduite parce que c'était une start-up. Qui faisait quoi, voilà, c'était vachement plus... Ton engagement dans la société en fait avait un impact immédiat, ouais. Et c'est ça que tu pouvais contrôler quelque part et qui t'a séduit. Ouais, exactement, et puis aussi le contact un peu avec le client final. Alors la boîte n'a jamais vécu, mais disons qu'on se mettait vraiment dans ses bottes, on se demandait ce qu'il voulait, ce que le marché attendait, etc. Ça, c'était des réflexions qu'on n'a pas dans des grosses boîtes, quoi, parce qu'il est très 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 loin, le client final. Comme on dit en anglais, en fait, t'aimes bien être hands-on. Ouais, carrément. C'est dans la réalité. C'est mon ADN, ouais. Terrain. Ouais. Et c'est ce que t'as aimé là-dedans. J'ai adoré. Donc finalement, ce stage a été un révélateur. Peut-être. Ce stage non, a été, ou alors t'avais déjà quelque part en tête. Non, ce stage a été un révélateur que l'entrepreneuriat était une voie, alors que c'était quelque chose que je connaissais pas. Voilà, qui veut dire plein de choses à la fois selon les entrepreneurs, selon les entreprises, selon les secteurs. Là, c'était concret dans ma tête, je savais ce que ça signifiait, les difficultés qu'on pouvait rencontrer, ce qu'il fallait pour réussir, et du coup, ça m'a mis cette option sur la table, on va dire. Et puis, une fois mon diplôme en poche, en fait, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour se lancer. Parce que... Mais alors attends, là il y a en fait un momentum selon ce que tu dis, et tu dis voilà, je viens d'être diplômé, j'ai pas envie de rentrer dans une grande structure, j'ai envie d'être entrepreneur. Il suffit pas de vouloir être entrepreneur, il faut aussi avoir un business, une idée de business, ou alors reprendre une entreprise. Comment tu passes de...
tu vois, de cette situation de jeune diplômé à c'est bon, j'ai l'idée? Bonne question. Ma mémoire est un peu floue. Moi, je pense que je me suis associé avant d'avoir trouvé une idée. Donc, je cherchais plutôt un partenaire pour réfléchir à des idées de business en se disant que ça allait nécessairement être une aventure collective et que donc fallait que je trouve quelqu'un. Et une fois que j'avais trouvé mon associé, on s'est penché sur pas mal d'idées différentes. Comment cet associé là, c'est Thomas. Ouais. Thomas. Ouais. Qu'est-ce que tu lui présentes en fait à Thomas? Il a le même âge que toi? Il a le même un poil plus âgé, mais il a le même âge. Tu dis écoute Thomas, voilà, j'ai pas d'idée, mais j'aimerais bien faire du business, monter une boîte. Ça te dirait pas de réfléchir avec moi? C'est comme ça que tu lui vends la chose? Ouais. Bon, ça doit vous arriver, non? Au détour d'un verre ou d'un café avec pas mal de vos proches, non? C'est des conversations que moi je vois émerger autour de moi très régulièrement. C'est que tu le présentes comme ça. Il y avait d'abord un côté informel. On s'est dit, voilà, on se connaît bien. Un jour, ce serait peut-être pas mal qu'on... Ouais, ça commence toujours comme ça. Après, je pense qu'il faut s'aligner sur l'idée. Il faut que ça enchante évidemment les deux personnes, que le projet parle aux deux personnes, quoi. Et il faut que les profils soient un peu complémentaires. En l'occurrence, c'était le cas. Des profils parfaitement similaires. Lui, c'est quoi son profil? Il est plutôt ingénieur. Il est plutôt introverti quand je suis extraverti. Il est plutôt, rigoureux quand je suis fonceur. Voilà, bon, on a certaines complémentarités dans les compétences qui nous ont beaucoup aidés, je pense, dans notre collaboration. Donc, in fine, vous tombez d'accord sous l'évidence que ensemble vous allez pouvoir créer une entreprise. Maintenant, quand on s'est dit ça, il faut effectivement la créer. Et ce que je voudrais te faire dire, c'est cette idée, cette genèse d'Hector. À quel moment finalement tu la sens arriver? T'as un travail de réflexion qui est, au fait, j'ai vu ça, c'est comme ça. Enfin, comment ça naît? Nous, on avait découvert le service de voiturier parking quand on habitait au Royaume-Uni, parce que lui aussi habitait au Royaume-Uni. Je l'ai rencontré quand lui travaillait à Londres et moi j'étudiais à Bath. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. C'est à ce moment-là qu'on a découvert ce service de valet parking. Bon, quand on l'a rencontré, on s'est jamais dit tout de suite fallait qu'on fasse la même chose en France, mais c'est resté dans un coin de nos têtes. Et puis c'est un service qu'on avait apprécié. Comment tu l'as rencontré finalement? Parce que j'imagine que tu n'avais pas de voiture forcément en tant qu'étudiant. Non, mais le service ou le service. mon associé, d'accord. J'avais une copine à Paris et du coup je faisais beaucoup d'allers-retours entre. Non mais bien sûr, mais tu étais utilisateur d'un véhicule. En allant à l'aéroport, en bus ou en taxi ou par mes propres moyens, je voyais l'existence de ce service, ouais, exactement. Donc voilà, je le trouvais plutôt pratique. Après, j'ai pu l'expérimenter. Et voilà, quand on est rentré et qu'on s'est dit on veut entreprendre, on a fait un peu la liste de tous les sujets qui nous passionnaient, parce que je pense qu'il faut quand même un peu de passion pour adresser un sujet tous les jours pendant plusieurs années. Et se trouve où la passion là? Nous on aimait bien le travel, c'était un truc qui nous parlait toujours beaucoup, parce que voilà, c'est assez enchanteur, on va dire, comme secteur. C'est un truc qui concerne tout le monde. Et nous on aime bien parler de notre produit autour de nous. On trouve que c'est pratique pour avoir des feedbacks, pour avoir des échos rapides de notre produit. Et, en fait, vous voulez un truc qui soit pas B2B mais B2C, être en contact des utilisateurs de votre produit ou de service. Ouais, exactement. C'est sur la base de ce constat-là que finalement vous avez réfléchi à structurer une idée. Donc c'est pour ça que je le disais en introduction, puisque évidemment j'essaye de tirer les vers du nez, mais l'histoire je la connais un peu parce qu'on a préparé un tout petit peu quand même cette interview. L'idée d'Hector, elle vient du service de valette, comme on dit en Angleterre, que tu as découvert à l'occasion de tes études. Avec Thomas, finalement, ensemble, vous avez découvert ça. Puis, arrête-moi si je pars à ta place, mais vous vous êtes rappelé de l'existence de ce service-là au moment où vous avez décidé de vouloir entreprendre ensemble et vous vous êtes dit, en France, ça n'existe pas. Ouais, exactement. On s'est tout simplement dit que ça n'existait pas, que c'était un service qui était assez développé au Royaume-Uni, qui était un pays assez similaire, même si évidemment il y a beaucoup de différences. Alors qui est assez similaire sur plein d'aspects, ouais. Qui est assez différent dans l'axe.
dans l'utilisation des services, justement. Ouais, Dans le monde anglo-saxon, de façon générale, en Angleterre peut-être particulièrement, on utilise beaucoup du service, on est prêt à payer du service. En France, pays beaucoup plus latin, c'est une évidence qui est moins marquée quand même. Ouais, tout à fait, c'est ce qu'on me disait au début. Tu vas pas y arriver, le service en France, personne paye pour ça. Après quelques années à faire ça, je dois dire qu'il y a une part de vrai. Mais il y a une part de faux aussi. La preuve, on va en parler. C'est que si 10 ans après, la société existe toujours et est en développement, c'est que ce cliché n'était pas véritablement juste. Quand vous avez cette idée pour aller jusqu'au bout finalement de la compréhension de la genèse d'Hector, vous avez cette idée, comment on fait pour la mettre en œuvre? On se dit tiens, on va faire ça. Maintenant, comment on fait? Est-ce que c'est de la tech? Est-ce qu'il y a besoin de tech? J'imagine que oui. Est-ce qu'il y a besoin aussi de main-d'œuvre, parce que les voituriers, ce ne sont pas des robots, ce sont bien des êtres humains qui viennent réceptionner la voiture. Utile de préciser ce que c'est, voiturier? Alors, c'est une bonne question. Alors, il y avait en effet besoin de tech, il y avait aussi en effet besoin de voituriers. Au départ, ça a été nous, les voituriers, pendant un moment. Ça nous paraissait essentiel pour qu'on puisse comprendre un peu le service, créer cette chaîne logistique qu'on ne connaissait pas, qui n'existait pas, et qu'on puisse un peu comprendre comment scaler notre modèle, quoi. Donc on l'a fait quand même assez longtemps. Et sur la tech, on n'avait pas d'associés qui savaient coder à l'époque, donc on est allé voir une agence de dev. On leur a dit voilà des maquettes, voilà à quoi devrait ressembler notre site si on veut vendre notre produit pour la première fois, entre guillemets, un MVP, quoi. Donc dès le départ, vous avez dit on va prendre un aéroport peut-être pour commencer. Orly. Et on va essayer de proposer nos services au mec qui arrive en voiture, c'est ça? Non, depuis le départ on s'est dit que ça marcherait que sur réservation. Parce qu'il y a une certaine planification nécessaire dans notre service qui fait qu'on arrive à matcher des voituriers avec des voyageurs qui arrivent au dépose minute, quoi. On savait que si on allait poster un voiturier dans un restaurant, comme dans un restaurant devant un aéroport ou une gare, on allait vite être contraint opérationnellement et que ça ne nous permettrait pas de grandir sereinement, quoi. Pour la petite histoire, j'ai fait voiturier dans un restaurant pendant 2 mois juste avant de lancer le business pour me rendre compte de ce que ça représentait en termes de service. Voilà, donc voiturier, de ce que je comprends du métier de voiturier, c'est en ce qui concerne Hector, c'est on réserve son voiturier, quand on arrive à l'aéroport, il y a quelqu'un qui nous attend à un endroit qui est fixé préalablement, à qui on remet la voiture. Et après, on peut partir prendre son avion. Exactement. Lui, il s'occupe du parking, il nous l'a restitué au retour de l'avion. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est bien ça. Donc là, vous allez vous lancer. Vous avez besoin de financement? On a besoin de quoi faire notre site internet. Donc les maquettes, on avait demandé à une amie de nous les faire. C'était un peu de la débrouille, mais on avait mis un peu d'argent dedans. Et puis on a besoin de payer cette agence web qui nous fait cette première version. Je crois que de mémoire, c'était 8 000 €, si ma mémoire est bonne. C'est une app ou pas? Ou c'est un site? C'était qu'un site au départ, c'est devenu une app assez vite, mais c'était qu'un site. Et puis les 8 000 €, c'est du Friends and Family. En fait, c'est un joli mail envoyé à tous ses proches en disant « s'il vous plaît, aidez-moi ». Et je vous en serai reconnaissant une fois, pour la vie éternelle, quoi. Vous avez l'argent, avec l'argent vous faites le site, vous mettez vous-même à Orly pour faire office de voiturier pour le lancer. Il faut se faire connaître. Comment on fait pour obtenir les premières réservations? Et après, on va arrêter d'aller plus loin parce que c'est pour teaser la suite. Mais... ça c'est le plus dur, mais le début c'était pas mal de réseaux sociaux. C'était à l'époque où quand même tout le monde commençait à se mettre sur Facebook. Je me souviens que ça nous avait pas mal aidé. Donc il y avait ce Friends and Family là, avec ces quelques personnes qui nous avaient prêté de l'argent, qui en ont parlé autour d'eux, des mailing lists qui tournaient, des posts sur les réseaux sociaux. Et puis après, beaucoup de bouche à oreille. En fait, ça a été vraiment nos premiers clients, quoi. Quand vous en avez 10, c'est qu'il y a 10 personnes qui parlent à 10 personnes autour d'eux. Vous en avez 100 au bout de 6 mois et ça commence à grossir comme ça. Donc, après, on s'est mis un peu dans des canaux digitaux d'acquisition classiques. Mais au départ, c'est surtout bouche à oreille. On va y revenir. Merci pour cette introduction. On sait un peu mieux qui tu es. Et effectivement, c'est pas courant que mon invité ait fait 100% de sa carrière dans la même entreprise, alors qu'il a que 35 ans. Et c'est la sienne.
Merci pour ces éléments de compréhension. Avant qu'on rentre plus en détail sur la proposition de valeur telle qu'elle est définie aujourd'hui, comment vous vous êtes créé, constitué, tu as commencé à donner des éléments de réponse, mais enfin on va aller quand même plus loin. Eh bien, la question est celle du marché. Comment on peut aujourd'hui insérer le modèle d'Hector, de voiturier, dans le travel? Est-ce que c'est une composante du travel? Est-ce que c'est un truc à part? Est-ce que c'est un autre marché? Bon, bref, j'ai envie quand même d'affirmer que ça fait partie du travel. Tu l'as quand même dit, je l'ai aussi suggéré en introduction. Comment ça se passe? Comment le service en règle générale est perçu? Tu avais l'air de dire que finalement les Français, ils ne sont pas moins friands de service que d'autres nationalités. Bref, selon toi, le marché, comment on peut le présenter aujourd'hui après les 2-3 années de pandémie qui ont forcément eu un impact sur le travel? Le marché, alors nous on s'adresse dans les faits à tous ceux qui montent dans un train ou un avion au départ de France, puisque c'est là qu'on est implanté. Donc ça représente quand même pas mal de monde, on est quand même assez voyageurs, on va dire, en France. Si je prends l'exemple de Roissy, qui est le plus grand aéroport français, il y a 60 millions de passagers qui transitent par l'aéroport tous les ans. Alors dedans il y a le transit, donc il y a des gens qui arrivent à Roissy, qui repartent de Roissy, et puis il y a des gens qui arrivent de l'étranger, donc les touristes qui viennent visiter la France, qui n'est pas un marché cible. Non. Mais ça représente quand même des dizaines de millions de personnes, alors que Paris intramuros c'est 3 millions de personnes. Le travel, c'est uniquement le transport? Alors moi c'est mon marché cible, mais non, il y a aussi tout l'écosystème tourisme, les opérateurs de voyage. Non mais très bien, parlons donc du transport, c'est dans la dimension transport du travel. Dans le transport, tu viens de citer les avions, les trains, est-ce qu'on peut ajouter d'autres modes de transport? Nous du coup, si on zoome encore davantage, avant de monter dans un train ou dans un avion, vous devez rejoindre la gare ou l'aéroport. Ouais, mais il y a aussi les moyens de voyage, de transport qui sont les bus, qui sont le covoiturage, qui sont... Ouais, c'est sûr, mais je pense que le gros du marché, c'est les avions et les trains. Enfin, je pense qu'au-delà de... Plus que la voiture individuelle. Non, certainement, la voiture individuelle, ça doit être t'as raison, mais c'est pas marchand du coup, enfin dans le sens où c'est une décision individuelle. Y a pas. Alors, quand on parle de l'ensemble du marché, c'était juste pour la global picture. C'est bien de tout ça dont on parle, et le voiturier, le service de voiturier, est une des composantes nouvelles sur le marché français de l'ensemble de ces modes de transport. Comment ça s'est passé? Tu es un acteur de ce marché-là. Comment ça s'est passé là, pendant la pandémie? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Tout était à l'arrêt. Je me souviens en mars 2020, c'est bientôt l'anniversaire, je crois, c'était 17 mars, je crois, le confinement. C'est ça, mi-mars. 17 mars 2020, notre président nous annonce que tout s'arrête. Nous on a quelques voyageurs qui continuent de voyager, je pense pour des raisons essentiellement professionnelles ou des médecins, voilà, des trucs importants, mais grosso modo notre boîte s'arrête. Il n'y a plus de train, quoi. Notre boîte s'arrête. Fort heureusement, on est en France, donc on est assez protégé, on a pu profiter du chômage partiel. On a été plutôt couvert pendant la crise, mais on a très vite observé que le télétravail, ça marchait bien, chez nous comme ailleurs évidemment. Et donc on s'est vite dit que les voyageurs business seraient certainement moins nombreux dans le futur que... Justement, le business, c'est que tu arrives à savoir quelle est la part du business dans l'ensemble du marché entre le particulier, ou c'est difficile? Alors j'ai pas la stat, mais ce qui est sûr, c'est que c'est les meilleurs clients. C'est les meilleurs clients de la SNCF, c'est les meilleurs clients d'Air France. Ils dépensent l'argent de leur entreprise. C'est les meilleurs clients d'ADP. C'est surtout qu'ils reviennent souvent en fait. Et dans tous les business, le repeat, ça conditionne beaucoup votre modèle économique, surtout dans des business où il y a des marges assez faibles. Donc avoir du repeat, c'est clé, et les voyageurs d'affaires, c'est beaucoup de la marge de ces boîtes-là. Aujourd'hui, on enregistre le 6 mars 2023, on est quasiment 3 ans après la pandémie. Est-ce que
le business, le voyage de business, d'affaires, est revenu à la situation post-pandémie, ou alors tu vois que structurellement les choses ont changé et qu'on est en deçà de 2019. Alors, on est encore en deçà. Ça a quand même pas mal repris. On a été assez surpris, et côté loisirs d'ailleurs, et côté business, de la vivacité de la reprise, on va dire. Aéroport de Paris et Air France aussi ont passé des bonnes années 2022, on va dire. Mais je pense quand même que c'est temporaire. Je pense que le call sur Zoom ou Teams, pour ne pas les citer, va continuer à prendre des parts de marché. Et même s'il y aura toujours des déplacements business pour faire des affaires, des commerciaux, pour gagner des contrats, pour rencontrer son client, etc., il y a énormément de raisons de voyage qui ont plus lieu d'être. Par exemple, des réunions internes ou de l'événementiel, des salons qui peinent vraiment à retrouver leur activité d'avant-crise. Donc il y a plein d'usages de déplacements qui n'auront plus lieu d'être et qui, je pense, vont montrer à l'avenir que on a eu le maximum du voyage d'affaires en 2019 et qu'on ne retrouvera jamais ces niveaux, quoi. En tout cas, c'est mon opinion. Ça a quand même assez bien repris. Je pense que c'est surtout un effet de rattrapage, c'est-à-dire que maintenant que vous avez eu le droit de voyager, vous allez en profiter pour voyager beaucoup, pour rencontrer vos clients que vous n'avez pas vus pendant 2 ans. Une fois que vous avez rencontré vos clients et que vous avez renoué ce lien humain qui est important pour faire des affaires, je ne dis pas, c'est pour ça que ça ne disparaîtra jamais. Une fois que vous avez renoué ce lien, il y a fort à penser que le nombre de voyages, la fréquence de voyages que vous allez faire sera moindre. Et tous les employés, en plus, se sont bien retrouvés dans cette idée de voyager moins. C'était mieux pour l'équilibre pro-perso, ça faisait moins de déplacements, c'était meilleur pour la planète. Et puis, à l'inverse du voyage loisir, le voyage pro, c'est une dépense qui est décidée par une personne, le dirigeant d'entreprise. Et donc, le jour où il veut couper des coûts, il peut le faire en appuyant sur un bouton, quoi. Le voyage loisir, s'il y a une famille qui décide de plus voyager, l'autre famille, elle s'en fiche un peu, quoi. Et donc quand le dirigeant de, je sais pas moi, Sanofi, enfin c'est un mauvais exemple d'ailleurs parce que je pense qu'ils ont beaucoup de pain sur la planche pour voyager partout dans le monde, mais je sais pas, BNP Paribas décide que les voyages pro sont réduits de moitié, ça peut s'actionner en fait très rapidement et ça a des impacts donc économiques pour la boîte qui sont immédiats. Alors que le loisir, voilà, c'est beaucoup plus diffus, il y a beaucoup plus D'ailleurs, le loisir, c'est plus résilient. l'a fait vague en publiant les chiffres de l'e-commerce 2022, a précisé, je le disais en introduction, que effectivement les services en règle générale et le travel en particulier avaient, alors le travel au sens global du terme, avec aussi la réservation d'hôtels et de lieux de vacances, avait tiré la croissance de l'e-commerce. Soit tu confirmes que ça se traduit concrètement dans les aéroports, les gares. Ouais, très clairement. Aéroport de Paris, de mémoire, pendant la crise, ils tablaient sur une récupération de leur trafic 2019 en 2024, 25, voire 26, après les JO. Et finalement, là, ils sont plus très loin. Donc, c'est vraiment en avance. Les gens avaient envie de voyager. Ils sont repartis assez vite. Ils ont vite eu confiance dans le système de santé, on va dire, et dans la sûreté des voyages. Donc, chasse le naturel et il revient au galop, quoi. Le travel, c'est quand même un secteur ultra résilient qui s'est remis de crises pas possibles. Le 11 septembre, la crise financière, la crise sanitaire. Et je pense qu'il faut avoir une certaine confiance sur le fait que plus le temps avance, plus les gens ont envie de voyager, parce que c'est une dépense de loisirs qui est très agréable, qui est difficilement substituable, parce que quoi qu'on dise, si on va, je sais pas moi, en Thaïlande ou si on va dans le Perche, c'est pas la même chose. Et donc, même si le marché au global croîtra peut-être moins vite qu'avant, ça reste un marché important qui restera très, très dynamique dans les années à venir, quoi. Pour faire un focus sur justement les aéroports, les gares, je disais en introduction qu'il y avait a priori 3 types de moyens de rejoindre une gare ou un aéroport: les transports en commun, le taxi et la voiture personnelle. J'en oublie, non, je crois pas. Non, après il y a des trucs un peu plus exotiques, mais alors dans la voiture personnelle, c'est très important de faire la différenciation entre
les gens qui se font déposer par un proche. Et en fait, c'est le moyen d'accès numéro 1 aux gares et aux aéroports, en France en tout cas. Et la voiture personnelle pour aller se garer dans un parking à proximité de la gare ou de l'aéroport. On va revenir dessus, sur les habitudes. Juste pour avoir des chiffres globaux, là tu as dit Roissy, c'est le premier aéroport de France, 70 millions, c'est ça 60 millions. 60 millions de passagers qui y transitent. On imagine, quand on n'est pas du secteur, comme c'est mon cas, que Paris représente en volume une immense majorité des transports en France, parce qu'il y a déjà 2 aéroports. Si on rajoute Beauvais dans le bassin de l'Île-de-France, voilà, ça en fait 3. C'est quoi la répartition du territoire français? C'est quoi? C'est très concentré, malheureusement. Ouais. C'est pas comme l'Allemagne ou même le Royaume-Uni dont on parlait, où il y a pas mal d'aéroports très dynamiques, Manchester, Gatwick, Bristol, etc. Là, c'est Paris. Roissy-Orly, c'est 70% du trafic aérien français à peu près. Roissy plus Orly. Donc j'inclus même pas Beauvais. Bon, Beauvais c'est assez petit quand même, c'est que Ryanair en gros, donc ça doit faire 4-5 millions de passagers je pense. Mais le troisième aéroport français, je crois que c'est Nice, ensuite Lyon. Et le troisième aéroport, c'est combien de passagers? C'est 10 millions de passagers, alors que Orly c'est 40 à peu près. Ouais. Et Roissy 60. Donc il y a une grosse centaine de millions de passagers dans les aéroports à Paris, auxquels il faut ajouter les gares. Bon, la France étant constituée comme elle est, tout part de Paris, enfin toutes les grandes lignes partent de Paris. Donc il y a aussi ça qui compte. On peut arriver à dire que globalement 80% finalement des trajets sont concentrés autour de Paris. C'est juste de dire quelque chose comme ça. J'ai pas les chiffres exacts, mais ça doit être dans cet ordre de grandeur, absolument. La règle des 80-20, bon, on est peut-être à 79-21, mais enfin l'idée c'est de dire qu'il y a quand même une grosse majorité. Justement, quand on habite à Paris ou région parisienne, il y a aussi d'ailleurs des gens qui n'habitent pas Paris ou la région parisienne qui viennent prendre l'avion à Paris. Beaucoup de gens. Je pense que là, je sais pas si on peut parler de zone de chalandise de Paris, mais ça ratisse très très large. Quand on habite Paris intramuros, comme c'est ton cas et comme c'est le mien, quand on veut aller dans une gare, on ne se pose même pas la question, c'est un métro. Quand on veut aller dans un aéroport, là, on commence à se poser la question. Souvent, le taxi vient en première option parce que c'est simple de commander un taxi ou un VTC pour se rendre dans un aéroport. En plus, les prix sont fixés à l'avance, donc il n'y a pas de surprise. C'est réglementaire. T'es rive droite ou rive gauche, selon que tu ailles à Orly ou à Roissy, tu as un tarif qui est applicable pour tout le monde. La voiture personnelle peut éventuellement arriver dans une troisième option, mais enfin, elle n'est pas vraiment là. En revanche, quand tu habites en banlieue, grande banlieue ou encore plus loin autour de Paris, les transports en commun, tu les oublies. Le taxi, alors faut être dans la petite couronne pour y penser. Reste la voiture personnelle. C'est comme ça qu'on peut qualifier l'usage du transport pour rejoindre un hub de voyage. Ouais, c'est clair. C'est vraiment, ça dépend vraiment de l'endroit d'où vous partez en fait. Et en effet, plus le hub est gros, enfin plus le trafic d'un hub est important, plus sa zone de chalandise est large, et plus la zone de chalandise est grande, plus les moyens d'accès à ce hub sont multiples et complexes, quoi. Donc nécessairement, croire qu'on peut aller à l'aéroport ou à la gare uniquement en transport en commun ou en taxi, c'est vraiment illusoire. Si on parle des gros hubs du type les gares franciliennes ou les aéroports franciliens, quoi. Parce que Roissy, il y a plein de gens qui viennent de Normandie, de Belgique, de Lille, enfin Lille en l'occurrence c'est desservi par le TGV, vous pouvez aller à Roissy en TGV, mais toutes les provinces alentours, et puis même de banlieue parisienne où si vous avez des enfants, des bagages et que vous faire 3 changements, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Donc la voiture personnelle, elle devient vraiment la solution en réalité la plus confortable, la plus efficace en termes de temps. Et la plus économique aux yeux de beaucoup. On va y revenir sur le côté économique. Avant qu'on y arrive, pour un peu conclure sur les sujets marché, c'est quoi le type de voyage quand on préparait cette interview, je disais, moi, je sais pas, je vois 2 types de voyages, une semaine à la Toussaint et puis 2 ou 3 semaines l'été. C'est quoi je pense que la durée moyenne de voyage des gens, elle doit être aux alentours de la semaine, en fait. Je pense que c'est le truc le plus commun. En tout cas, je crois que c'était des chiffres d'ADP, ça.
Nous, notre cœur de cible, puisqu'on a un service de voiturier, notre cœur de cible, il est côté loisirs pour des familles qui partent une semaine en vacances. Et je dis famille parce qu'en fait, quand vous avez des enfants et des bagages, le voiturier vous apporte un confort inégalé. Inestimable. Voilà, inestimable. Pour ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils savent ce que c'est. Et la cible B2B, qui là recherche pas nécessairement plus de confort parce que, comme tu le disais, son alternative c'est souvent le taxi, mais qui cherche à gagner du temps. Parce qu'il va aller au dépose-minute depuis son lieu de résidence avec sa voiture, donc il n'y aura pas le temps d'attente du taxi à l'aller comme au retour, il n'y aura pas le stress qu'ils ne viennent pas, etc. Et là, c'est plutôt pour des durées de 24, 48, 72 heures au maximum, quoi. Donc c'est un peu nos 2 durées types, on va dire. Après, il y a des gens qui laissent leur voiture 3 semaines, 1 mois dans les aéroports, mais ça leur coûte cher et c'est assez marginal. On va y revenir. On imagine les cycles, c'est cyclique, de y avoir un business constant tout au long de l'année, peut-être avec le voyage d'affaires. On s'imagine que les vacances scolaires sont des grands moments dans l'année qui nourrissent les aéroports ou les gares. Tu confirmes, hein, c'est comme ça qu'il faut l'entendre? Oui, bien sûr, on a une activité cyclique comme toutes les activités du travel. Et donc nos périodes de forte activité, c'est les vacances scolaires. Alors il y en a plus que d'autres parce que la cible famille que je décrivais est plus active à Pâques ou à la Toussaint par exemple. À Noël, on préfère rester en famille en France, donc on voyage moins loin, on fait des déplacements en voiture, on part chez la grand-mère, chez les grands-pères, etc. Même si la deuxième semaine de Noël est assez active. Et l'été, on part souvent plus longtemps, 2 semaines, 3 semaines, même si c'est une période très active pour nous, ça l'est peut-être un poil moins parce que voilà, les familles préfèrent partir avec leur voiture dans le sud de la France. C'est une typologie de voyage qui est un peu différente. Nous, par exemple, Toussaint et Pâques, c'est je pars en famille à l'étranger, je me paye un voyage et je pars une semaine. Et ça, ça explose dans ces périodes-là et c'est là où on a le plus de trafic chez nous. Et c'est vraiment du simple au 8 x 8, je pense. Ouais, carrément. Ouais, c'est très cyclique. Bon, merci pour ces éléments de compréhension du marché à l'intérieur duquel se trouve Hector. Maintenant, on va pouvoir aller plus en détail et tu as bien teasé finalement quand même la proposition de valeur, mais de la proposition de valeur d'Hector. Comment ça fonctionne? Peut-être on va revenir sur les débuts qu'on a laissés au moment de l'introduction, quand tu présentais ton parcours. Vous avez commencé à créer Hector en étant vous-même des voituriers, en mettant quelques milliers d'euros dans un site internet. Ça, c'est pas scalable, il faut aller travailler autrement. Bon, c'est quoi le modèle qui se dessine alors pour avoir une flotte, enfin une flotte, c'est pas le bon mot, des cohortes de voituriers dans les différents hubs. Comment on fait pour obtenir ou pas des autorisations dans les différents aéroports ou gares? Bref, comment on se construit réellement une fois qu'on a un peu de traction et qu'on voit que ça fonctionne? Écoute, sur la partie autorisation, nous on a toujours essayé de prévenir les aéroports et les gares qu'on lançait notre service pour éventuellement voir si on pouvait pas arriver à travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Donc on essayait de se présenter en amont pour expliquer ce qu'on souhaitait faire, quand est-ce qu'on allait se lancer et qui on ciblait. C'est souvent resté lettre morte, en tout cas à cette époque. Ça ne nous a pas empêché de nous lancer, donc on n'a pas eu de bâton dans les roues sur ce sujet-là. Les parkings, en fait, en construisant ce business, en réfléchissant à ce business, on a observé qu'il y avait beaucoup d'espace aux alentours des gares et des aéroports, de stationnement qui était... Parce que pour ceux qui ne sont jamais allés à un aéroport, alors je ne sais pas comment ça fonctionne dans les aéroports, parce que vous êtes aussi à Lyon, à Bordeaux, Marseille, Nice, c'est ça. Moi, je connais principalement ceux de Paris pour y aller en voiture, parce que je suis parisien, j'y suis allé quelques fois en voiture. Il y a d'immenses parkings qui sont plus ou moins loin du terminal qui t'intéresse et dont le prix décroît en fonction de la distance qu'il y a du terminal. Hein. C'est comme ça qu'on peut les présenter. C'est un peu ça, exactement. Et donc, il y a plein d'espaces de stationnement alentour. Nous, on cherchait juste une place, enfin je caricature, mais c'était vraiment pour ouvrir notre site et mettre en ligne notre produit. Donc on n'a pas eu beaucoup de difficultés à trouver ces premiers espaces de stationnement, même si elles étaient assez chères à l'époque.
Et ensuite, au départ, c'était nous les voituriers parce que voilà, fallait construire plein d'outils en fait pour comprendre un peu la mécanique, le parcours client, qu'est-ce que le client voulait entendre, à quel moment, comment on savait s'il allait avoir du retard ou non, quand est-ce qu'on pouvait mettre en relation le voiturier avec le client, où est-ce qu'on allait garer le véhicule, comment on faisait un état des lieux du véhicule, enfin bref, j'en passe, mais il y a plein de process opérationnels qu'il fallait définir. Attends, mais tu l'as pas dit avec les mots tels que peut-être t'aurais dû les employer, mais la proposition de valeur d'Hector, c'est de dire non seulement vous avez un service qui vous facilite l'arrivée à l'aéroport et son départ, et il y a le parking qui est compris dans l'ensemble de cette offre en fait. Donc c'est-à-dire que tu payes Hector le service, mais aussi le parking dans la prestation de service. Vraiment une solution d'accès aux gares et aux aéroports et pas simplement un service de voiturier, quoi. Donc on vend toujours le voiturier avec le parking inclus et ce n'est qu'une seule prestation en fait qui vous facilite le voyage, quoi. Donc notre prix inclut nécessairement le stationnement pendant votre séjour. Ce qui vous permet à vous de peut-être utiliser un parking qui est plus loin et donc moins cher que n'aurait peut-être pas fait la personne pour une semaine parce qu'il se dit c'est galère de devoir prendre les shuttles qui m'amènent ensuite au terminal. Quand il y en a, ouais. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça. C'était de faire le lien entre le point de rendez-vous, le point au plus proche de l'avion ou du train et des parkings alentours, des infrastructures en fait qui sont sous-utilisées, qui sont plus éloignées, dans lesquelles les clients ne veulent pas se rendre, et de faire le lien avec un voiturier qui convoie des véhicules aller-retour, quoi. Il n'y a pas d'enjeu réglementaire, il n'y a pas d'autorisation particulière, à demander, vous mettez ça en place. De facto, vous vous êtes mis bien avec les opérateurs de ces hubs de transport. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une obligation d'assurance quand même par rapport à la manipulation d'une voiture de tiers Si, bien sûr, ouais. Il faut en effet une assurance et il faut un contrat avec votre assureur qui vous permet du coup de prendre en charge n'importe quel véhicule et d'être assuré en cas de pépin. Comment ça fonctionne un contrat d'assurance comme celui-là? C'est en fonction du volume que vous avez? C'est en fonction... Ouais, c'est en fonction du volume, ouais. C'est vrai que on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'était un certain challenge au début de toutes les startups d'ailleurs, surtout dans le transport, mais de toutes les startups en général, dès qu'elles innovent avec des services un peu différents, un peu nouveaux et que... Il a fallu convaincre une compagnie d'assurance. Il a fallu convaincre une compagnie d'assurance, ouais. Maintenant, je pense que c'est plus simple qu'avant, mais je me souviens qu'il y avait quand même beaucoup de startups qui peinaient ou qui perdaient beaucoup de temps à ça, parce que voilà, c'est des modèles que les assureurs connaissent pas, donc elles n'arrivent pas à mettre un prix dessus. En fait, c'est un peu le job d'un assureur, c'est d'arriver à chiffrer le risque, mais comme ils connaissent pas l'activité, ils peuvent pas chiffrer le risque, du coup, ils n'arrivent pas à donner des prix normaux. Donc c'est un peu compliqué. Bon, une fois que vous avez réussi à le convaincre et que vous avez un contrat certes très cher pour le début, mais qui vous permet d'opérer, au moins vous êtes en toute sécurité. Vous pouvez mettre sur votre site que chaque véhicule pris en charge est assuré tout risque en cas de pépin, et c'est très important évidemment pour le client, quoi. Donc ensuite il faut rendre le modèle scalable. On a compris un peu les enjeux, on vient de parler de l'assurance, du parking, du service d'accueil. On va aller plus loin sur la façon avec laquelle on recrute des clients tout à l'heure. Mais quand on a du volume, on a besoin de beaucoup de voituriers. Me dis pas que vous avez recruté une flotte de voituriers. C'est pour ça aussi qu'on était allé dans les gares et les aéroports et qu'on a dès le début imposé un système sur réservation, parce qu'on savait que si ça allait marcher comme un voiturier de restaurant, on n'arriverait pas à définir le nombre de voituriers pertinents qu'il faudrait selon l'heure et le jour de la semaine, quoi. Et donc avec un système de réservation, vous êtes en capacité de faire un espèce de plan de charge où vous savez quand est-ce que vous aurez besoin de monde, où, à quelle heure et combien surtout. Et une fois que vous avez cette information, il faut que vous trouviez des ressources pour le faire. Alors l'avantage des gares et des aéroports, c'est que tous les flux sont très concentrés au même endroit, puisqu'en fait l'ensemble de vos échanges clients se font sur le dépose minute de la gare ou de l'aéroport, en tout cas dans un point de contact au plus proche de la gare et de l'aéroport. Et ça vous permet potentiellement de traiter énormément de clients dans une même heure, par exemple. Une prise en charge ou une restitution de véhicules, ça nous prend
5 minutes, peut-être 6 maximum, quoi. Attends, mais on va y revenir, mais comment tu les recrutes, tes voituriers? Ouais, et du coup, un voiturier, vous voyez, ça peut faire 10 clients par heure. Ok. Si ça fait 10 clients par heure, je caricature, hein, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais potentiellement ça pourrait traiter 10 clients par heure. Si ça fait 10 clients par heure, ça fait 240 clients par jour, parce qu'on est ouvert 24 heures sur 24 ou presque. Si vous l'étendez ça au mois, ça fait des volumes considérables avec une seule personne. Donc mon point, c'est déjà que comme les flux sont très concentrés, vous n'avez pas besoin de beaucoup de monde. Et ça, c'est important parce que nous, on n'a jamais eu besoin de sourcer. Même dans les peak time. On n'a jamais eu besoin de sourcer des centaines de voituriers pour que notre service soit viable. Par exemple, à Orly, il y a combien de voituriers? Il doit y en avoir une trentaine d'actifs tous les mois et ça permet de faire pas mal de chiffre d'affaires, quoi. Mais ce ne sont pas 30 salariés. Non, c'est 30 indépendants qui travaillent quand ils le veulent. Et nous, en fait, on va un peu comme un VTC, quoi. Ouais, exactement. Mais à l'inverse d'un VTC, où la demande est diffuse géographiquement dans toute une ville, et donc la supply de chauffeurs doit représenter, je crois qu'Uber, c'est 15 000 chauffeurs en Ile-de-France. Nous, toute la demande est concentrée sur un seul lieu géographique, et du coup, vous avez besoin d'un nombre bien plus réduit de chauffeurs. Donc à Orly, typiquement, c'est une vingtaine de prestataires qui sont actifs. À Roissy, ça doit être un peu plus, mais donc c'est actif, France, ça veut dire qu'il y en a potentiellement beaucoup plus qui peuvent travailler, mais d'actifs, c'est à peu près une vingtaine. Ouais, à Orly, ouais, chaque mois, peut-être un peu plus, mais ça dépend des périodes, c'est assez variable. Et oui, c'est un job d'indépendant parce qu'en fait, on s'est rendu compte, alors vous allez me dire, on est bête de ne pas y avoir pensé plus tôt, mais on s'est rendu compte que notre activité, elle était très forte le matin très tôt, très forte le week-end, très forte le soir, puisqu'elle se calquait sur les horaires d'avion. Et qu'il y avait à proximité des gares et des aéroports plein de gens qui cherchaient à compléter leurs revenus sur ces périodes-là. Et comme le job était... Mais typiquement des chauffeurs de VTC. Alors on en a, mais pas que. Vous voyez, quelqu'un même qui travaille chez Relais à Orly, qui finit sa journée à 17h et qui fait 2 heures d'hectare après, quoi. Ou un responsable de, je sais pas moi, un conducteur de la RATP, puisqu'on est en période un peu chaude sur ce sujet, qui a pas beaucoup d'heures par semaine et qui cherche un complément de revenu, qui arrive à Orly en fin de service et qui travaille 3 heures pour hectare, quoi. Et comme les horaires sont très pratiques pour un complément de revenu, on va dire, on a trouvé plein de gens qui étaient prêts à bosser sur ce modèle-là et qui ne voulaient pas s'engager sur des contrats fixes. On va faire le lien avec la techno parce que en fait, on ne peut pas continuer à parler des ressources sans parler de la techno parce que j'imagine que ton service derrière, il est un peu comme Uber. Il repose sur une techno pour savoir, pour diffuser les besoins à ton marché. Ton marché, ce sont tes voituriers, tes indépendants, pour dire, bah voilà, moi j'ai besoin de ça, qui peut être là. La techno, tu l'as laissé en nous disant que tu avais un site internet, tu avais mis quelques milliers d'euros dedans et qu'après, c'était devenu une app. Comment on passe On recrute un CTO. On recrute un CTO, très vite on s'est rendu compte que c'était difficile de reposer sur un tiers alors que en effet le cœur de la valeur repose pas mal là-dessus. Donc on cherche quelqu'un de compétent pour pouvoir développer ses produits et aujourd'hui la tech c'est vraiment une équipe au cœur de la machine d'Hector sans laquelle on ne pourrait pas tourner. Donc on compte beaucoup sur eux pour développer nos outils et rendre le service viable parce que sans techno ça marche pas. Aujourd'hui, si tu dois définir ce que c'est que d'un point de vue fonctionnel la techno chez vous, c'est une app consommateur, une app voiturier, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Côté demande, du coup, il y a tous nos canaux de vente, donc que ce soit l'app client ou notre site internet client qui permet de réserver en ligne. Et de s'assurer qu'il y a bien de la dispo, qu'il y a bien une place de parking, qu'il y aura des voituriers, etc. Et côté supply, c'est tous nos outils de gestion. Donc tu l'as dit, à la fois notre outil qui nous permet de proposer des missions à notre pool de voituriers, mais aussi un outil pour les voituriers pour gérer en toute autonomie leurs missions. Parce que le désavantage de devoir bosser avec des indépendants, c'est qu'il n'y a pas de lien de subordination. Donc ils doivent bosser en toute autonomie de A à Z. Et donc on leur livre une app, des codes d'accès et après ils se débrouillent. Donc la techno, elle doit être fluide et efficace. Donc ça veut dire qu'ils retrouvent l'ensemble de l'information, c'est-à-dire qui arrive à quelle heure, où est-ce qu'il
il va garer sa voiture. Exactement. À quelle heure il faut lui rapporter sa voiture, à quel endroit. Et c'est comme ça qu'on devient une vraie plateforme d'intermédiation entre la supply, les chauffeurs, et à la demande, les clients, et pas simplement un site d'e-commerce, quoi. Il faut beaucoup de techno pour que tout ça soit très fluide. Ça a été dur à stabiliser ou pas ? C'est toujours un challenge. Ça n'a jamais cessé. Mais c'est aussi une belle barrière à l'entrée, on va dire, de créer ces outils-là, parce que autrement, tout le monde pourrait être voituré d'aéroport, alors qu'en réalité, pour gérer des flux aussi importants, il faut beaucoup d'outils, quoi. On va faire un point sur le pricing. Je sais pas, aujourd'hui, le service de... la partie servicielle de ton offre, c'est-à-dire... dans ton offre, il y a la partie parking, on gare la voiture, et la partie servicielle qui est justement ce service supplémentaire que tu apportes à juste un parking, puisqu'il y a quelqu'un qui vient t'ouvrir la porte et qui prend ta voiture et qui te la ramène. Comment tu dégroupes le prix ? On peut imaginer, et dis-moi si je me trompe, que comme vous allez parquer la voiture loin, les frais de parking sont pas chers, donc quelque part, le prix... complet avec le service et le parking, ça revient à garer sa voiture proche à Orly ou Roissy ou dans n'importe quelle gare ou à Saint-Exupéry à Lyon voilà. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ? Est-ce que globalement, quand tu utilises le service de voiturier, c'est quelque part la même chose ou à peu de choses près que de garer ta voiture dans le parking qui est sous ton terminal ? C'est souvent moins cher, mais ça dépend des périodes. Nous, comme les opérateurs historiques, pratiquent ce qu'on appelle le yield, qui permet de faire varier nos prix en fonction de nos capacités et de la demande. Et donc, nos prix sont un peu variables, donc c'est difficile de se repérer par rapport à l'offre standard du parking ou contact, mais on est à peu près dans la même fourchette de prix, on est souvent un peu moins cher. Parce que voilà, nous on loue des espaces de stationnement en gros situés à proximité des gares et des aéroports qui coûtent souvent bien moins cher qu'une place de stationnement classique, et en fait on répercute ça sur le client final pour qu'il profite d'une solution tout en un avec le même accès mais à un tarif souvent décoté, quoi. Donc dans la notion de parking, il y a la notion de durée, puisque forcément le prix d'un parking n'est pas le même si tu y restes 1-2 jours, une semaine ou 15 jours. Tout à fait. Si on va prendre un exemple concret. Tout à l'heure, tu parlais d'une famille qui arrive avec des enfants à l'aéroport pour un voyage d'une semaine, donc qui dépose sa voiture le samedi et qui la récupère le samedi qui suit. Combien ça coûte ? Entre 80 et 120 euros, une petite centaine d'euros, ça dépend des périodes ça dépend des périodes. Mais 90 euros, je pense que ça doit être le prix d'appel, 89 euros. Et peut-être que notre panier moyen, il doit être plutôt autour de la centaine, quoi. Mais... Donc 100 euros, ça te permet d'arriver sur place et de repartir sur place. Quand tu as des enfants et des bagages, effectivement, c'est un vrai plus. C'est globalement le prix d'un taxi aller-retour, c'est quoi ? Ouais, c'est ça ? C'était l'objectif qu'on avait en tête quand on priceait le truc au tout début, c'était de se dire qu'il fallait que ça soit compétitif par rapport à un taxi aller-retour sur une durée de 7 jours. Après le taxi, ça dépend d'où vous partez, voilà. Donc si vous partez de Paris Nord et que vous allez à Roissy, potentiellement ça va vous coûter un peu moins de 100 euros. Si vous venez de Paris Sud, c'est peut-être un peu plus. Si vous venez de banlieue, c'est certainement plus, etc. Ouais, si on vient de Mantes-la-Jolie pour arriver à Roissy, on traverse les 3/4 de l'Île-de-France. C'est plutôt 150 aller-retour. Ouais. Mais alors du coup, ce service est-il encore rentable ? Présente-t-il encore un intérêt pour des durées plus longues ? Je dirais que jusqu'à 14 jours, ça peut être intéressant si vous venez de loin, enfin de plus loin que le centre de Paris par exemple, et où sinon l'alternative avec un taxi peut être en effet plus économique. Au-delà de 14 jours, c'est rare. Mais après, il faut aussi que vous posiez la question de qu'est-ce que j'y gagne, parce qu'il y a des familles par exemple, elles ont 4 enfants. Elles doivent prendre 2 taxis, parce qu'en fait, vous pouvez pas monter à 6 dans une voiture, sinon que vous preniez un van. Ouais. Et du coup, il faut prendre un VTC, du coup, il faut que vous soyez desservi. Il y a moins de VTC que de taxis. Non, les G7, ils ont des vannes. Bah ouais, mais les vannes coûtent très cher. Ouais. Donc potentiellement, vous faites un arbitrage de prix à ce moment-là, et puis vous savez pas si vous allez l'avoir à la bonne heure, est-ce que vous allez l'avoir au retour ?
il faut que vous le précommandiez, du coup ça va rajouter 20 € de fee, etc. Donc potentiellement, vous avez des cas de figure où ça peut être quand même plus rentable, même sur du durée plus longue, même si vous êtes bien desservi, de prendre votre voiture individuelle et d'aller dans un parking. Et en plus de ça, il y a des gens aussi qui se disent, moi je veux pas la laisser au parking parce qu'en fait je tiens ma voiture et du coup je veux un service qui soit assuré à 100%. Et donc il y a des gens qui utilisent notre service potentiellement, même s'il est un peu plus cher qu'un parking classique, parce qu'il y a une assurance tout risque pendant la durée du séjour. Ouais, enfin, ils sont couverts par leur propre assurance. Ils sont couverts par leur propre assurance, mais il peut y avoir un malus, c'est leur responsabilité qui est mise en jeu, quoi. Ça sera jamais celle du parking public. On va revenir sur une notion qui est celle de la conciergerie. C'est-à-dire que quand tu laisses ta voiture une semaine, justement, tu as des enfants potentiellement, il y a des boudoirs écrasés à l'arrière, et tu as des enfants qui sont jeunes, je sais que tu vois très bien de quoi je parle. Une voiture qui n'est pas forcément propre, ou je sais pas, une vidange à faire. C'est ça, la conciergerie adaptée à la voiture que vous proposez aussi? Ouais, c'est ça, on fait pas mal de nettoyage en effet, parce que un peu comme le voiturier, hein, c'est un service qui fait gagner du temps. C'est le truc qu'on n'a pas envie de faire en fait, d'aller garer sa voiture, et c'est un truc qu'on n'a pas envie de faire, d'aller laver sa voiture. Donc nous on est ravis de le faire pour vous. En plus ça se fait en temps masqué parce que vous partez en voyage. Nous on a jusqu'à 7 jours pour le faire, donc c'est très pratique, très facile à organiser, on va dire. Mais attends, justement, en organisation, on comprend que tu peux t'organiser dans la durée, c'est-à-dire que tu as un temps suffisamment long pour pouvoir t'occuper de la voiture. Mais pour faire un lavage de voiture, il faut une infrastructure de lavage. Ça veut dire que vous sortez la voiture du parking, vous allez la laver dans une station-service. Comment ça marche? Souvent, elle est sur le lieu de stationnement, l'infrastructure, mais parfois il y a des partenaires en effet qui ont un lieu de stationnement à proximité de leur zone de lavage, et c'est là qu'on stationne le véhicule pendant la durée du séjour. Et ce sont les voituriers qui à leur tour prennent une casquette de laveur. Comment ça fonctionne? Non, généralement non, c'est d'autres prestataires. C'est d'autres prestataires. Parce que entretenir un véhicule, c'est vraiment un métier à part, et c'est pas les compétences du voiturier pour lesquelles on l'a sélectionné dans notre réseau, et donc c'est rarement le même, quoi. Je parlais de vidange tout à l'heure, en fait, d'entretien de voiture. Vous allez jusque là aussi? Ouais, vidange, on le fait avec Noroto à Orly typiquement. On sélectionne des prestataires, des partenaires qui sont à proximité des lieux de desserte, et on convoie les véhicules sur ces points d'entretien, et ça permet aux clients de revenir de voyage et de ne pas avoir perdu une minute pour l'entretien de sa voiture, et c'est très Justement, agréable. le retour du voyage, on va en parler un petit peu là, parce que j'ai plein de questions par rapport à ça. Tout le monde sait bien, train comme avion, qu'il est assez fréquent que l'heure d'arrivée soit pas véritablement tenue. Peut-être encore plus pour les avions. Comment vous anticipez ça? Comment vous vous débrouillez pour que finalement, alors que surtout dans un avion, le client ne peut pas téléphoner pour dire je suis désolé mais bon on est en retard. Comment vous faites le suivi de tout ça, et que vous savez que tel vol, surtout sur les vols longue distance, il va avoir 1 heure de retard, et que il va falloir décaler l'arrivée de la voiture? Ouais, bonne question. Alors, on s'est rendu compte que non seulement les vols n'arrivaient pas à l'heure, mais surtout ils arrivaient souvent en avance. Chose que j'ai découvert en me lançant dans ce métier. Ouais, il y en a beaucoup qui arrivent en avance. C'est une mécanique sur laquelle on arrive à s'adapter. Pour le coup, hommage à la SNCF qui est quand même très ponctuelle dans l'ensemble. Alors là, je fais un petit disclaimer. La SNCF est aussi un investisseur d'Hector. Si la SNCF est aussi un investisseur d'Hector, c'est vrai. Non, mais j'aurais pu taper dessus, parce que c'est vrai que les horaires des trains, on en entend souvent. Il se trouve que l'épisode d'avant, c'est celui que j'ai enregistré avec Anne Pruvot, qui est la DG de SNCF Connect. Ouais. À l'occasion de l'enregistrement, en préparant l'enregistrement, elle m'a juste dit justement, Hector, on les connaît bien. Donc c'est pour ça que je me devais aussi de préciser ça. Donc, bref. Toujours est-il que les avions n'arrivent pas à l'heure, et pour ça, pareil, de la techno, en fait, on utilise le numéro de vol que vous nous donnez, soit à la dépose du véhicule à l'aller, on va vous demander le numéro de vol retour, soit au moment de la réservation. Et on va l'utiliser pour en fait screener votre vol et être alerté en temps réel de votre horaire d'arrivée effective, et non pas l'horaire d'arrivée prévu. Et c'est comme ça que nous on adapte notre supply pour que le bon voiturier soit missionné de la bonne voiture au bon moment, au bon endroit, et vous convoie votre véhicule au dépose minute au moment où vous sortez du terminal, et non pas à l'heure où vous aviez prévu d'arriver. C'est-à-dire que concrètement le matin, les équipes elles sont basées aux arrivées au terminal.
pour réceptionner les voitures. Et le soir, les équipes, globalement, elles sont basées dans les parkings à attendre que ça arrive. Non, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Comment ils font les voituriers pour aller justement au parking à Bab el-Oued? Ils utilisent les shuttles de l'aéroport? Comment ça fonctionne? Quand il y a déjà une infrastructure en place qu'on peut utiliser, ils le font. Quand il n'y en a pas, ça peut être un autre prestataire qu'on fait venir pour opérer cette liaison. Ça dépend du lieu. Et, dans les gares parisiennes, par exemple, ils font tout à pied en réalité, puisque nos zones de stationnement sont déportées, mais à des distances piétonnes, quoi. Enfin, donc, ils font ça à pied. Ça dépend vraiment de la zone, quoi. Est-ce qu'on peut voir une différence d'usage de votre service dans les autres aéroports? On a beaucoup parlé de Paris, mais il y a aussi tous les autres aéroports qui fonctionnent peut-être un peu autrement, je sais pas. On parlait de Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice. Est-ce qu'il y a des usages qui diffèrent par rapport à Paris? Est-ce qu'il y a des contraintes qui sont pas les mêmes? Tu as l'impression que c'est à peu près partout pareil? Ouais, c'est un peu partout pareil. Alors, je pense que la part de la voiture comme moyen d'accès aux aéroports de province est plus importante qu'à Paris, parce qu'à Paris, on a la chance quand même d'avoir un réseau et de taxis VTC et de transports en commun qui est assez développé et assez fiable, si je puis dire. C'est pas le cas partout. Je pense que si vous voulez rejoindre l'aéroport de Nantes, de Lyon-Saint-Ex ou de Nice, Nice en l'occurrence, il est quand même bien enclavé dans la ville, donc c'est plutôt pratique. Mais pour avoir plus d'exécuter à Lyon, il y a un shuttle, c'est pas mal, mais si vous venez du centre de Lyon. Ouais. Mais en tout cas, la part de la voiture est importante aussi parce que dans ces villes-là, il y a beaucoup de gens qui vivent alentour, qui vivent pas dans le cœur de ville. Alors que Paris, il y a quand même une grosse population qui vit à Paris intramuros, même si la banlieue est aussi très développée. Mais ça fait que le rayon de chalandise en fait, d'un aéroport de province, c'est toute la région, quoi. Et du coup, il y a plein de gens qui viennent en voiture. Alors que déjà Paris, si vous adressez juste le marché des gens qui habitent à Paris, vous allez avoir beaucoup de monde. C'est pas le cas à Nantes. Si j'adresse que les gens qui habitent à Nantes, je vais avoir un problème. Donc il y a plein de gens qui viennent en voiture dans ces aéroports, donc ils ont des problématiques d'accès, d'infrastructure, de gestion de ces flux qui sont aussi importants, et c'est pour ça que nous on y trouve une place importante. Après, dans la typologie des voyageurs, j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de loisirs que de business, mais j'ai pas les chiffres officiels, donc c'est plutôt d'intuition, parce que c'est des aéroports où il y a moins de destinations en fait, tout simplement, que Roissy-Orly. Donc si vous voulez aller faire des voyages à l'étranger, nécessairement vous allez prendre votre voiture pour aller à Roissy ou à Orly, et après vous prendrez un avion pour aller à New York, quoi. Je caricature, mais c'est un peu ça. Alors que la part loisir, comme tous les Français, les gens ont envie de voyager, et le travel loisir s'est beaucoup développé dans ces aéroports. Le trafic aérien s'est beaucoup développé dans ces aéroports grâce au loisir, avec plein de lignes de pointe à point qu'on appelle. Donc vraiment, il n'y a pas de transit, quoi, qui marche très bien. Donc ça, pour le coup, c'est un beau succès, quoi. Lyon-Saint-Exupéry, Nice, Nantes même, qui n'a pas déménagé. Qui devait déménager, vous savez, dans cette... Tout le monde sait, ouais. On parle de la ZAC. À Notre-Dame-des-Landes, ouais. Ça n'a pas été le cas, donc eux, ils sont vraiment contraints, ils ont beaucoup plus de demandes que de capacité d'infrastructure, et c'est... D'ailleurs, en termes de développement, les objectifs d'Hector, c'est d'étendre le service de façon plus large sur le territoire français, d'une part, et d'autre part, c'est aussi de développer l'international. Ouais, alors nous, on a 3 axes de développement principaux, hein. C'est le volume, le prix, le produit. Le volume, si vous voulez faire plus de volume, nécessairement, soit vous faites du marketing, mais bon, ça on le fait, donc c'est pas vraiment un axe de développement, mais vous multipliez le nombre de points de contact que vous pouvez avoir, donc vous ouvrez des zones. En France, le maillage, il est quand même assez complet. Même s'il y a quelques gares qu'on aimerait ouvrir, comme Avignon ou Aix-TGV par exemple. Donc notre avenir il se situe plutôt à l'étranger, dans des pays limitrophes, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, des pays à fort pouvoir d'achat qui voyagent beaucoup, qui ont beaucoup de voitures, qui ont plein d'aéroports dynamiques. Hector est déjà présent dans certains pays ou pas? On a entrouvert la porte avant le Covid. On n'y a pas investi beaucoup de moyens parce que c'était une période qui n'était pas vraiment propice pour faire des investissements dans le travel, mais je pense qu'on le refera cette année. Vous avez levé de l'argent récemment ou pas? Juste avant le Covid, ouais. On avait levé 5 millions d'euros, notamment avec la SNCF, mais aussi BNP Paribas, BPI France,
Allianz. L'idée, c'est que cet argent serve aussi à financer ce développement à l'international. Ouais, absolument. Ça, c'est notre premier axe de développement. On va dire que c'est plus facile. Disons que c'est celui qu'on maîtrise et qu'on a toujours fait historiquement. On a commencé à Orly, on a ouvert à Roissy, ensuite à Lyon, etc. Donc, de manière un peu concentrique, on essaye d'ouvrir toujours plus de zones. Le deuxième axe, c'est d'augmenter les prix. Alors, ça ne veut pas dire augmenter les prix de notre service, mais ça veut dire vendre un nettoyage, vendre une vidange, développer ce service de conciergerie qui fait que le panier moyen d'un client va augmenter et que j'espère la valeur perçue du service aussi augmentera pour lui. Et ça nous permet de développer notre chiffre d'affaires. Et le dernier axe, c'est développer notre offre de service. C'est ce que je vous disais au tout début, c'est de non plus adresser uniquement le secteur du travel, mais aussi de la mobilité en général, de la logistique automobile en particulier, avec ces services de convoiement automobile qu'on développe depuis le Covid, avec le même réseau de chauffeurs en fait qu'on sollicite pour nos donc des concessionnaires qui ont besoin de faire bouger des voitures d'un point A à un point B et des choses comme ça. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui prend bien, qui continue à prendre et sur lequel Hector s'appuie pour la suite de son développement. Tout à fait. On en a très rapidement parlé et pour conclure, je pense que c'est bien de revenir dessus, justement le recrutement des consommateurs, le suivi des consommateurs, la donnée consommateur, le repeat business, enfin toutes ces notions-là. Comment c'est géré chez vous? Il y a un CRM, d'abord comment on les recrute? Est-ce que c'est du bouche à oreille beaucoup? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, de l'acquisition bête et méchante? Ah bah ça c'est la $1 million question. Hein. Je pense que c'est la question que tous les entrepreneurs du monde se posent, B2C ou B2B, comment on acquiert plus de clients et surtout comment on le fait de manière rentable. Parce que bon, acquérir des clients c'est pas très dur, mais les acquérir de manière rentable c'est très difficile. Nous on a toujours été assez précautionneux dans nos dépenses, même si on a quand même, je pense, fait les erreurs que tous les entrepreneurs font quand ils lèvent des fonds. On a toujours été quand même assez précautionneux, donc on a privilégié des canaux assez héroïstes, des trucs où on peut voir le résultat facilement, de la pub de search, AdWords, Bing et compagnie, des réseaux sociaux. Tous les canaux digitaux permettent quand même de mesurer ça assez efficacement. Bon, là, c'est la partie un peu traditionnelle de l'acquisition. Ouais, en ligne quoi. En ligne. Ouais, et on s'est toujours refusé à faire des affiches dans le métro, des 4x3 dans les aéroports. Ouais, c'est moins héroïste. Ouais, exactement. Aujourd'hui, il y a combien de clients actifs On doit avoir une base d'un peu plus de 100 000 clients, quelque chose comme ça. Après, il y a la question du repeat. Une fois que vous les avez acquis, combien de commandes il va passer dans l'année. Là, pareil, c'est un peu la clé de beaucoup de business. Nous, on dépend quand même de leur volonté de voyager. Donc, on n'est pas sur un achat impulsif ou un achat plaisir. On est quand même sur un achat contraint entre guillemets, ouais, exactement, de je dois voyager, donc je me pose la question la veille avant de partir, comment vais-je rejoindre la gare ou l'aéroport, et donc je pense à Hector. Donc on dépend un peu de ce flux-là. Le Covid a montré que quand il n'y avait pas de voyage, il n'y avait pas d'Hector. Mais on essaye du coup d'être présent à l'esprit de nos clients dans ces moments-là. Donc on sait avec un peu d'historique quand est-ce que les gens repeat, on sait que quelqu'un qui a voyagé à Pâques, il va peut-être plus revoyager à Pâques l'année d'après, on sait que s'il est parti pour un voyage en famille, il va sans doute repartir pour un voyage en famille et donc on va le solliciter sur des périodes de vacances scolaires. On sait que pour quelqu'un qui est parti pour le boulot, s'il va faire un voyage sur une destination, il va probablement repartir dans cette même destination plus tard. Donc on essaye de faire des campagnes CRM qui soient un peu plus pertinentes. Donc vous avez catégorisé vos profils. Ouais. Et ils ont des levels de profil ou pas? Est-ce que t'as... Ouais, donc plus vous utilisez Hector, maintenant vous avez un programme de fidélité qui vous permet de cumuler des points. Plus vous avez de points, plus vous pouvez soit les convertir en bons de réduction chez Hector, soit les convertir en miles, qui vous permet d'acheter des billets d'avion Air France, un partenariat avec Air France qu'on a fait, soit de les convertir même en points Accor, il me semble. Et les miles d'Air France, on peut les utiliser chez Hector? Non. Pas encore. Non, pas encore. Soit de les dépenser chez des partenaires qui donnent des avantages. C'est un espèce de club en fait, de membres qu'on a essayé de créer. Mais il y a différentes typologies d'utilisateurs. Il y a ceux qui utilisent Hector une fois par semaine, il y a ceux qui utilisent Hector une fois par an, c'est très bien. Les deux sont utiles pour notre business. Et puis souvent celui qui voyage pour le loisir utilise aussi Hector pour le pro et inversement. Donc il y a beaucoup de porosité entre les deux et on essaye de faire des parcours CRM qui soient
pertinent pour que les gens pensent à nous le plus possible, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des fois où les clients peuvent pas utiliser Hector parce que, je sais pas, leur voiture marche plus, parce que... Il y a plein de cas, mais disons que globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. 100 000 utilisateurs, tu me disais en préparant, juste avant qu'on allume le micro, 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, 8 visés en 2023, c'est une croissance énorme. Alors c'est une croissance énorme, mais bon, encore une fois, c'est ce qu'on devait faire en 2020 si le Covid n'était pas là, n'était pas passé par là. Mais bon, c'est pour ça que voilà, on est une start-up, on essaye de faire des choses plus vite que ce que feraient d'autres entreprises, sans doute avec un peu plus d'inertie. On a structuré l'entreprise voilà, pour pouvoir encaisser une telle croissance. Et puis c'est comme ça qu'on s'amuse, je pense. Donc tout le monde en interne est content d'aller chercher ce niveau d'activité. Ça permet de faire des choses nouvelles et d'être exposé à plein de challenges. Et c'est comme ça que la vie pro est sympa, il me semble. Donc 8 millions, est-ce qu'on y arrivera on verra à la fin d'année, il faudrait que je revienne pour vous dire. C'est notre objectif, j'espère qu'on va y arriver. Il y a une partie de notre activité maintenant qui est liée à ce qu'on appelle Hector Fleet, qui est le convoiement automobile pour les professionnels qu'on n'avait pas avant crise et qui fait une partie de ce chiffre. Donc voilà, on compte aussi pas mal dessus. Et le travel reprenant vigoureusement depuis le début d'année 2022, on pense que ça devrait continuer en 2023. Quoi. Allez, on croise les doigts. Je te souhaite le meilleur pour que ça fonctionne. Merci 1000 fois, Manuel, d'être venu nous raconter l'histoire d'Hector, qui en fait est passionnante parce qu'elle raconte le travel dans son ensemble au travers de ce service-là. De l'innovation et de la tech aussi, parce que tu l'as bien précisé, sans tech, il n'y avait pas de service qui aurait pu fonctionner. Merci à vous tous qui écoutez, qui êtes toujours plus nombreux. Merci pour les encouragements et les messages que vous envoyez. Manuel, si on veut te joindre, LinkedIn, ça fonctionne bien ? Ça marche très bien. Ouais, voilà. Merci à Comexposium et le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode. Et puis, écoute, Manuel, je te dis à bientôt. Merci encore. Merci.